l'entrée dans le Bataclan ouais, enfin, c'est surréaliste. C'est pas surréaliste, vous avez même un peu du mal à imaginer que tous ces gens-là sont morts. Vous voyez des gens couchés, ouais, mais... Bon, pour moi, une petite partie de moi-même est restée sur ce trottoir, hein, derrière ce bus. C'est une certitude. Ce 13 novembre 2015, pour ma part, j'étais en repos. On avait une affaire d'enlèvement qui nous avait un petit peu mis à contribution la semaine précédente. Moi, j'étais chez moi avec ma compagne et je somnolais un petit peu devant le match de foot quand je commence à comprendre, en regardant le match, qu'il visiblement il se passe quelque chose. Les premiers échos, ce serait plutôt un accident. Puis très vite, on comprend en fait qu'il y a une attaque terroriste en cours, au moins autour du stade à Saint-Denis. Et concomitamment à ça, on est prévenu toujours par différents canaux qu'il y aurait peut-être quelque chose qui se passerait en ce moment dans Paris. On nous parle de fusillade, mais c'est très flou. Et très peu de temps après, on reçoit un message de notre chef de service qui nous demande de retourner en urgence au 36 quai des Orfèvres, afin qu'on se réunisse et pour ensuite nous déployer vers l'endroit où se situerait l'attaque. On arrive au service ici et là on nous fait part d'une prise d'otage au Bataclan. On savait très bien que l'État islamique, leur stratégie c'était la tuerie de masse. Se retrancher avec des otages et attendre les forces d'intervention pour nous tuer, quoi. En fait, c'est leur but. Donc on ne peut pas non plus rentrer bille en tête dans une heure de fourneau. Jérémy me demande de couvrir la façade. Alors couvrir la façade, ça veut dire c'est prendre position devant le bâtiment et s'assurer que toute la façade, en fait, que personne ne se mettra à une fenêtre et arrosera la colonne ou les gens qui seront en bas, quoi. La position que je vais prendre, en fait, elle va être derrière le bus du groupe de métal qui est en train de faire son concert. Et je me retrouve avec une personne assise. Et moi, je lui dis va-t'en. Et en fait, cette personne est morte. Donc là, ça scotche un peu, quoi. Et là, je vois à côté de lui une personne étendue. Je vois des chaussures d'une femme, donc je comprends que c'est une femme qu'elle est sur le ventre. Et à ma gauche, j'ai une troisième victime, au sol. Et là, en fait, là, on est scotché, quoi. Et même si on est préparé, même si on est entraîné, même si on va se préparer psychologiquement, c'est comme une scène déjà qui est saisissante. Malgré tout, il faut rester professionnel. Et quand on rentre, on a directement une lumière assez, qui est avec une lumière un peu résiduelle comme ça, des panneaux de sortie. L'obscurité est quand même en dominante à l'intérieur du site. On a une espèce de fumée due à la concentration de poudre durant l'attaque et plus personne ne bouge avec un silence assourdissant en fait. Et là, la première chose qu'on voit, c'est des centaines de corps, pas un bruit, à part des plaintes. Personne ne nous parle, personne ne nous regarde, il y a juste des gens qui crient leur douleur. Et sinon, c'est paradoxalement assez calme, très pesant. Donc notre première réaction, c'est vraiment que tout le monde est mort en fait. À partir du moment où vous avez en mémoire des scènes précises, ça vous pollue tout de suite. Voilà, il y a toujours un lien qui se fait avec la famille ou avec quelque chose qui vous ramène à... Et donc l'émotion prend souvent le pas. Donc pour vous préserver de ça, il vaut mieux intégrer le fait que vous avez une espèce de mer de corps dans l'obscurité plutôt que d'avoir des scènes précises. Donc là, on commence à essayer de s'organiser. Il y a une double mission, là. Il y a la mission de localiser les terroristes et de secourir les victimes. Mais la localisation des terroristes passe avant le secours des victimes. Sinon, on prend le risque en fait, de faire encore plus de victimes si jamais les gens se lèvent et les terroristes étaient amenés à de nouveau utiliser leurs armes. Donc ce qu'on essaie vraiment de comprendre, c'est 1, s'ils sont toujours là, 2, s'ils sont toujours là, où ils se trouvent et combien ils sont. Donc on a une combinaison en fait de tout ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire une prise d'otages massive, la présence de terroristes armés et porteurs d'explosifs.
Et suite aux indications des premières victimes qui commencent à nous parler, sans toutefois bouger, on comprend qu'ils se seraient plutôt réfugiés à l'étage. Et donc on monte au premier étage, on chemine à travers les corps. Là c'est assez difficile parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on ne les aide pas. Donc on dit qu'on va revenir, qu'on va faire le nécessaire, mais on doit d'abord circonscrire la menace. Et finalement on arrive à une porte au bout d'un couloir, sur le balcon, côté gauche, porte en bois, assez classique. On va pour ouvrir cette porte et là on entend une voix qui prend contact avec nous immédiatement et qui nous donne pour instruction, vous reculez, on veut négocier. On n'espérait clairement pas une reddition. Mais il faut toujours négocier. Tant qu'on parle, on ne tue pas les gens, quoi. Donc on négocie. Moi, à partir du moment où la menace est localisée, ma mission, c'est de la contenir et de permettre l'évacuation de tous les blessés. Et dans le même temps, de préparer un assaut, ou d'urgence si jamais ils se mettent à tuer des otages à travers la porte, ou un assaut élaboré, construit, si c'est nous qui avons la maîtrise du temps. Donc on décide, à minuit 18, de débuter notre assaut afin de libérer les otages et de mettre fin à cette situation. Tout en sachant quand même qu'on est dans la pire des configurations, à savoir un assaut dans un couloir avec au moins 15 otages et 2 preneurs d'otages porteurs de fusils d'assaut et de gilets d'explosifs. On est à peu près sûr qu'on ne va pas tous revenir et que malheureusement, on pourrait aussi avoir des dégâts collatéraux avec les otages. Mais il n'y a pas d'autre solution. On ouvre la porte, immédiatement on est pris sous le feu d'un des terroristes. On prend directement la foudre avec un chargeur de Kalachnikov à moins de 5 mètres. On a un terroriste qui est pratiquement à 3 mètres à peine pour balancer tout son chargeur, et le deuxième qui est au bout du couloir. Le problème, c'est qu'on identifie tout de suite que les otages sont mélangés, puisqu'ils s'en servaient comme bouclier humain au niveau des fenêtres. À partir du moment où on commence à pousser, on n'a pas encore bougé, que je sens au niveau de mes genoux une tête qui pousse. Et dans ma tête, je me dis que le terroriste, certainement, profite du nuage de fumée pour venir se faire sauter, puisque c'est dans leur doctrine. Donc là, je pense tout de suite à ça. Donc je prends mon arme, je prends les cheveux de la personne, je m'apprête à lui sauter la tête, et je m'aperçois, j'entends un râlement de femme qui finalement s'avéra être une otage qui est derrière la porte. On continue d'avancer, et là, on a un vrai problème, parce qu'on ne connaissait pas bien le terrain. On a le porte-bouquet qui bascule vers l'avant parce qu'il y avait des marches qu'on n'avait pas pu identifier. Le sarcophage va se coucher. On a 2 otages dessous, qu'on ne peut pas protéger plus que ça. On va passer par-dessus le sarcophage. On arrive au bout de ce couloir. Et là, donc il y a les booms de nos grenades et on sent un boom plus fort et on sent qu'on appelle un blast, nous. C'est-à-dire qu'on sent un souffle. Et là, on comprend qu'en fait, l'un des terroristes a actionné son gilet explosif. Par chance, toute la fragmentation est partie vers le mur et pas vers nous. Donc on n'est pas blessé par ça. On est impacté par le souffle, mais on n'est pas impacté par la fragmentation qui était destinée à nous blesser. Donc le deuxième terroriste va partir dans le mur, va dégringoler l'escalier, fortement impacté par le blast, et va finir en bas de l'escalier. Là, ce qui va se passer, c'est que quand les garçons, les 2 copains devant, commencent à descendre l'escalier, ils s'aperçoivent que le deuxième terroriste bouge encore et que ses plaques n'ont pas sauté. Donc on ne peut pas prendre de risque, on ne peut pas descendre au contact des charges, puisqu'ils avaient quand même 1,2 kg de TATP chacun. Donc on va être dans l'obligation de le neutraliser avec le premier opérateur qui va le neutraliser pour pouvoir descendre. Donc on a libéré une dizaine d'otages qui étaient dans le couloir. Et suite à notre action, on a découvert une pièce, une loge, où se trouvaient encore entre 15 et 20 otages, qui eux s'étaient retranchés dans cette pièce au début de la fusillade. Donc ils n'avaient pas vu toute la scène en fait. L'opération n'est absolument pas terminée. Il y a deux problématiques, c'est un autre terroriste, ou plusieurs, ou de la présence d'explosifs aussi, qui aurait mis en danger l'ensemble des gens présents dans le théâtre en fait. Et on a continué à investiguer ce bâtiment partout. À la fin de l'assaut, on est encore resté longtemps dans le Bataclan pour rechercher tous les otages qui s'étaient cachés. Enfin, il y a des gens qui se sont cachés, qui se sont entassés les uns sur les autres dans des espaces extrêmement réduits et exigus, et ils étaient très nombreux. Pour certains, ils ne voulaient même pas sortir, ils n'étaient même pas sûrs que c'était la police qui était là, donc il a fallu les convaincre. Enfin, avec certains de mes gars, nous, on est montés également dans le faux plafond du Bataclan, où là, il y a énormément de monde qui s'était réfugié aussi.
et puis le plus tranquillement possible, essayer de les sortir. Mais on savait qu'on allait les faire passer par une une scène de crime abominable, quoi. Je sais qu'on leur répétait ça à chaque fois. Voilà, on va vous guider, essayez de pas trop regarder, essayez de fermer les yeux. L'endroit par lequel on les faisait passer, c'est un des endroits, c'est l'escalier dans lequel l'un des terroristes s'est fait exploser. Les murs étaient maculés de sang et de chair, quoi. Plus il restait encore des victimes. Ensuite, les secours se sont organisés et ont encore repris l'évacuation des blessés. Tout le monde évacue, en fait. Les pompiers évacuent les blessés, les policiers évacuent des policiers, deviennent brancardiers. Et ils prennent des barrières Vauban pour brancarder les gens, quoi. Voilà. Donc là, il y a des images. Les gens sont évacués, d'abord les blessés, ensuite les valides. Donc il y a une noria de personnes qui sortent comme ça. En fait, je n'avais pas imaginé ce qui s'était passé à l'intérieur. Donc après, moi, j'ai voulu rejoindre mes camarades à l'étage, donc je suis rentré dans le Bataclan. Donc je rentre un peu naïvement, en fait, avec mon arme. Et là, ce que je vois à l'intérieur, en fait, mon cerveau ne l'imprime pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai une vision, et mon cerveau, il y a un décalage, en fait, entre ce que je vois et ce que je réalise. Et je ressors, en fait. Je ressors et je me dis, mais merde, c'est quoi ce truc? Il y a des corps enchevêtrés partout. Et après, je passe et bon, j'ai vu deux gamines enlacées, mortes au pied d'un bar. On est à pratiquement 100 morts. L'entrée dans le Bataclan c'est surréaliste. C'est pas surréaliste. Vous avez même un peu du mal à imaginer que tous ces gens-là sont morts. Vous voyez des gens couchés, ouais, mais... En fait, vous êtes au pire moment, au pire endroit, mais en même temps, vous voudriez être nulle part ailleurs. C'est assez bizarre comme sentiment. Nous, on a la chance de pouvoir être actifs, en fait, dans cette situation-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à vivre par la suite, parce qu'on a agi, en fait. Le moment dont je me souviens toute ma vie, c'est le retour à la maison vers 5 h du matin. Où on passe du chaos absolu à un retour à la maison. Et là, il n'y a pas de sas, en fait. Et là, c'est un peu difficile. Parce qu'on ne peut pas raconter tout à fait ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Et en même temps, il faut rassurer. Et puis en même temps, la personne, votre compagne ou votre compagnon, il ne sait pas trop non plus quoi faire. Et ça, le retour à la maison, il est compliqué. Moi, j'ai pris 8 fois la foudre dans ma carrière. J'ai vu des trucs assez difficiles. Personnellement, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas été en syndrome post-traumatique, mais ça aurait pu être le cas, puisque vous ne pouvez pas le savoir avant. Souvent, j'ai dit toujours que le héros du lundi est parfois le syndrome post-traumatique du mercredi, et c'est le garçon sur qui vous ne pouvez pas compter, alors que ça a été un héros 2 jours avant. Donc, on ne peut pas savoir. Personnellement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, mais j'ai su me préserver quand même de toute scène précise. Bon, pour moi, une petite partie de moi-même est restée sur ce trottoir, hein, d'ailleurs, ce bus, c'est une certitude. J'ai appris à vivre avec. Hein. Ouais, ça m'a valu une séparation. Parce que moi, j'ai tellement changé que ma compagne m'a dit non, en fait, voilà. Je voyais un petit peu, pendant plus. On voit des choses un petit peu noires, en fait. C'est ça, on voit beaucoup la noirceur de l'âme humaine pendant quelques temps, puis après, on se ressaisit parce qu'on se dit, après tout, il n'y a qu'une petite partie infime de gens qui sont mauvais. Dans la globalité, les gens sont bien intentionnés. L'humanité est capable de faire plein de choses. Hein. Il suffit juste de regarder les peintures ou la sculpture. C'est des choses que j'aime.